Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bridge, le siège de notre groupe Orange pour une émission Le Direct exceptionnelle diffusée dans l'ensemble des pays de notre groupe. Bienvenue donc à vous qui vous nous rejoignez depuis la France, depuis l'Europe, depuis la zone MEA et depuis l'ensemble des pays OBS. Je vous rappelle que cette émission est disponible en 6 langues. Une émission conçue pour saluer l'action de celui qui a œuvré à la tête de notre groupe pendant 12 ans et qui quittera ses fonctions d'ici quelques semaines. Il est donc avec nous aujourd'hui, entouré de l'ensemble des membres de son comité exécutif. Bonjour Stéphane Richard, bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors Stéphane, avant de démarrer, j'ai une première question. Est-ce qu'on va pouvoir être cash pendant cette émission ? On a toujours été cash, je crois. Enfin, j'ai toujours essayé de l'être, notamment dans ces émissions. Oui, donc bien sûr, on sera cash. Eh bien alors c'est parfait, c'est parti, on y va. On se retrouve donc en direct de Bridge pour cette émission exceptionnelle avec Stéphane Richard, entouré des membres de son comité exécutif. Stéphane, vous avez annoncé votre départ de la tête du groupe d'ici quelques semaines, c'est bien ça ? Oui. Alors évidemment, Stéphane, on ne pouvait pas vous laisser partir comme ça. On a imaginé plein de trucs. On aurait pu faire une fête de départ. Bon, c'est pas très... Gervais n'était pas d'accord. Ou un concert géant. Mais on s'est dit finalement que ce qui vous ressemblait le plus, c'était de parler une dernière fois à tout ce collectif Orange, ces 142 000 hommes et femmes du groupe, comme vous le faites régulièrement depuis votre arrivée. Ils ont d'ailleurs été très nombreux et ils continuent à être très nombreux à se manifester sur le fil M-Survey qui, je vous le rappelle, reste ouvert. Donc continuez à nous envoyer vos témoignages. Ils nous ont même envoyé des selfies. Vous en avez pris beaucoup avec eux. Je vous rappelle qu'on pourra les regarder aussi au fil de l'émission. C'est aussi un peu notre façon d'être avec vous et de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors Stéphane, on va aborder les grands sujets d'actualité qui ont marqué vos mandats, ce qu'on a réussi, mais aussi ce qu'on a moyennement réussi, ce qui aurait pu être un peu mieux fait. Mais évidemment, on ne pourra pas parler de tout. Vous nous en excusez par avance. Je compte, Stéphane, sur votre liberté de parole pour avoir votre regard et puis aussi ce qu'on attend tous, un aperçu des coulisses, de ce qu'on n'a peut-être pas su tout de suite, mais que maintenant, vous pouvez peut-être nous dire. 2 derniers petits détails. Vous avez ici l'ensemble de votre COMEX réuni. Vous pourrez les solliciter quand vous voulez. Ils ont tous un micro. C'est un peu votre appel à un ami, au cas où. Donc, n'hésitez pas. Et puis aussi, si vous êtes trop sage dans vos réponses, si vous n'êtes pas assez cash, je vous préviens tout de suite, on a un sniper qui ne vous ratera pas, un dessinateur qui va jouer avec nous durant tout le programme et qui va donner son propre point de vue sur ce qu'il va entendre. Voilà. Il est avec nous sur ce plateau, on le salue. Il s'agit de l'illustrateur Delise qui est déjà à l'œuvre. Voilà. Donc, attention, vérifiez bien vos écrans pour les dessins de Monsieur Delise. Vous êtes prêt, Stéphane, on y va ? Oui. Alors, Stéphane, j'ai une première question, elle est toute simple en fait. En réalité, c'est vous qui avez souhaité cette émission. Vous auriez pu décider de partir avec une vidéo, un message écrit, très discrètement. Pourquoi avoir voulu vous adresser à tous aujourd'hui ? J'aurais préféré qu'on le fasse physiquement, bien sûr, mais malheureusement, les conditions que nous connaissons aujourd'hui ne nous ont pas permis de le faire. Et puis si on l'avait fait physiquement, on aurait manqué cette occasion de s'adresser au plus grand nombre. Moi, il m'est apparu naturel, dès que j'ai su qu'il y avait une échéance certaine, de trouver une occasion de m'adresser à tout le monde, dans ce format qui est la VIF, que j'ai en quelque sorte remis au goût du jour, puisque c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant en 2010, dans un contexte certes différent, mais j'ai aimé cette idée qui est une sorte de continuité dans mon expression et ma communication vis-à-vis de l'ensemble de la communauté du groupe à travers cette VIF, qui est une VIF d'au revoir, qui est une VIF de merci. Et puis c'est aussi, je pense, une occasion d'évoquer un peu l'actualité, parce que même s'il y a cette échéance qui est importante, très importante, d'abord pour moi, elle est aussi forcément pour le groupe, il y a aussi la vie qui continue. 2021 était une année très active. On a fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, dans les infras, dans
des grandes opérations. Je pense à l'acquisition de TKR en Roumanie, à celle du câble Ovu en Belgique, qui a été clôturée le jour de Noël, la veille de Noël. Je pense à l'accord intergénérationnel, qui est très important, qui donne de nouveaux droits, de nouvelles possibilités pour l'aménagement des fins de carrière, pour l'accueil des jeunes aussi, pour la transmission des savoirs. Ce sont des choses très importantes pour l'avenir de l'entreprise. Je pense à l'opération d'actionnariat salarié, Range Together, qui a été un formidable succès avec 64 000 nouveaux actionnaires dans 37 pays. Il y a tout un tas de pays qui ont vu s'ouvrir cette possibilité de devenir actionnaire du groupe. L'actionnariat salarié, c'est aujourd'hui presque 7,5% du capital, 10% des droits de vote. On se rapproche de cet objectif que j'avais fixé il y a quelques années. J'espère qu'on pourra l'atteindre dans quelques années. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça a été une année très active. Et c'est toujours, d'ailleurs, une période très active. Même s'il y a des échéances qui se préparent, on en reparlera tout à l'heure, bien entendu, on est tous au travail. Moi, le premier, mais toute l'équipe autour de moi, que je remercie d'ailleurs vraiment d'être présente physiquement cet après-midi. Le travail se poursuit. Il y a beaucoup de dossiers importants. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Nous préparons ce qui va se passer sans jamais perdre le fil de ce que nous faisons, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de perdre du temps. Voilà, on a des problèmes, on a des défis, on a des opportunités aussi à saisir. Et c'est le premier message que je voulais ici faire passer très clairement, c'est que nous sommes tous au travail, moi le premier, même s'il y a évidemment des changements qui s'opèrent. Et puis, sur un plan plus personnel, il y a deux choses que je voulais vous dire. La première, on est en début d'année, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une belle et heureuse année 2022, en commençant d'abord par la santé. On a vu ces derniers temps combien c'était important pour nous-mêmes, pour nos familles. On a tous été directement ou indirectement touchés par cette épidémie. Bien entendu, je souhaite vivement que cela s'éloigne en 2022. Il y a quelques espoirs que cela soit le cas. Et puis, au-delà de ça, je vous souhaite vraiment une belle année épanouissante, d'abord sur le plan personnel, dans vos familles, dans vos communautés d'amis, dans vos activités associatives, et puis évidemment au sein d'Orange. Et puis le deuxième message personnel que je veux vous faire passer, c'est un message de remerciement. Parce que depuis quelques semaines, mais avant ça, je dirais tout au long des années que j'ai passées ici, j'ai reçu énormément de témoignages, de messages individuels, de salariés du groupe, en France, en dehors de France, m'exprimant leur soutien, m'exprimant leur affection, m'exprimant leur attachement. Et je voulais à toutes et à tous dire un très grand merci. Chacun de ces messages m'a beaucoup touché. Je n'ai pas forcément pu répondre à chacune et à chacun d'entre vous individuellement. J'essaye de le faire. Mais en tout cas, parce que j'en ai ici l'occasion, je voulais vraiment vous dire combien ça a été important pour moi, pour surmonter certaines épreuves, mais aussi pour trouver la force et l'énergie de diriger ce groupe. C'est votre soutien, c'est votre adhésion qui a été mon moteur principal, et c'est votre reconnaissance qui m'importe le plus. Merci beaucoup Stéphane pour ces premiers mots. Et les messages de remerciement continuent sur le fil MCRV, donc voilà, allez-y, c'est le moment de dire à Stéphane ce que vous avez envie de lui dire. Alors on va zoomer, Stéphane, pendant toute cette émission sur certains des sujets que vous venez d'évoquer, mais parmi les grands sujets d'actualité, on va commencer avec le marché français. Alors certes, Orange est un groupe d'envergure internationale, mais nous restons quand même très attachés à ce marché historique, n'est-ce pas Fabienne? Un marché historique dont vous avez dû gérer les grosses évolutions, et il y en a eu beaucoup. Et il y a notamment une personne qui n'a pas toujours été très sympa avec nous et qui nous a même traité de certains noms d'oiseaux. Le fondateur de Free déclare « Nous pourrions diviser par deux la facture de téléphonie mobile. » Si aujourd'hui, je vous le redis, votre facture elle est supérieure pour la partie service à 19,99 €, vous êtes des pigeons et vous le savez, je vous le répète, ça fait 2 fois et jamais 203, je vous le redirai une fois tout à l'heure. On pense chez Free que jusqu'à présent, vous avez été pris pour des vaches à lait, que vous avez compris ce qu'ils ont fait et que ça doit cesser. On pense, peu modestement, vous nous connaissez, qu'il y a un avant et un après le 10 janvier. C'est la fin du carcan dans lequel on vous a enchaîné ces 15 dernières années. Alors, c'est vrai que Stéphane, que l'arrivée de Free Mobile sur le marché en janvier 2012, elle nous a un peu fait l'effet d'un vrai tsunami.
Il faut dire que Xavier Niel, il a l'art et la manière de dire les choses avec ce côté très provoque qui donne envie de lui rentrer dans l'art. Hein. Il n'y a pas d'autre expression. Mais à la fin, est-ce que Free nous a fait autant de mal que ça? Et puis, on a quand même su lui répondre à Xavier Niel. Free nous a fait du mal, oui, si on regarde les chiffres. Free, ça a été, par son arrivée sur le marché et la guerre des prix que ça a entraîné, très brutale, ça a diminué très fortement et très vite les ressources du groupe. Est-ce qu'on a réagi? Oui, on a réagi particulièrement fort. D'abord sur le marché lui-même, en lançant Soch quelques mois avant, et puis en étant particulièrement réactif, offensif. On se souvient tous de ces moments-là, c'était avec Delphine à l'époque. C'est vrai. Donc oui, on a été là. Et puis on a réagi aussi sur un autre terrain, j'allais dire sur le tapis vert, en prenant une décision qui a été une de mes décisions importantes, pas évidente. J'ai beaucoup réfléchi avant de la prendre, qui a été celle de signer ce contrat d'itinérance avec Free. On me l'a beaucoup reproché. Il y en a même certains qui ont demandé ma tête au ministre de l'époque. C'était pas la première fois ni la dernière. Hein. C'était pas la première fois. Il s'est excusé d'ailleurs par la suite. Faut savoir que ce contrat d'itinérance avec Free, au total, je peux vous donner ce chiffre aujourd'hui, il a rapporté au groupe pas loin de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Donc, on peut tous partager cette petite satisfaction entre nous. On a pompé 5 milliards d'euros à Iliad et à Free pendant ces années. Et cet argent, il nous a permis d'encaisser ce choc. Il nous a permis d'avoir le temps des adaptations nécessaires aussi dans nos modes de fonctionnement, dans nos organisations. Et c'est une décision, je crois, très importante, que, avec le recul, je suis heureux d'avoir prise. Voilà, donc au total, bien sûr, ça a été un choc majeur, qui a eu beaucoup de conséquences. Il n'y a pas que la France qui a vécu ça, il y a beaucoup de pays où l'arrivée d'un nouvel opérateur produit les mêmes effets. Complètement. Et puis un dernier mot sur la forme, parce que une chose est qu'il y a un nouvel opérateur sur un marché, je l'ai dit, c'est arrivé dans beaucoup de pays. Le style, les mots de Xavier Niel, à cette époque-là, étaient détestables. Ils étaient indignes de ce que nous sommes, indignes des hommes et des femmes d'Orange, indignes de l'entreprise. Et je l'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je ne lui ai jamais vraiment complètement pardonné. Alors pourtant, lui, il est très élogieux hein, quand il parle de vous. Il dit de vous, c'est un garçon délicieux, sympa, consensuel. Lorsqu'on l'appelle pour un désaccord, il propose un dîner pour en parler ou un déjeuner. On ne peut que reconnaître ses qualités dans son job, la boîte marche. Comme quoi. Alors ce sujet de l'arrivée des low-cost, hein, vous l'avez dit, on l'a vécu ailleurs, dans d'autres pays, en Europe notamment. Et justement, le grand défi de ces marchés matures, c'est la question du modèle économique et de la valorisation, de la monétisation de nos offres et de nos services. Les clients ne veulent pas payer plus et sont noyés d'offres commerciales. Alors, je n'espère pas dire de bêtises, Fabienne, mais je crois que depuis l'arrivée de Free, le revenu moyen par abonné a baissé de 45%. Et en même temps, il faut toujours investir plus dans nos réseaux, dans nos services. Quelle réponse avez-vous apportée à cette tenaille, finalement, Stéphane ? On a bien résumé l'équation impossible dans laquelle on a été placé, c'est-à-dire des prix qui baissent continuellement, en même temps une exigence sur la qualité de service et sur nos investissements qui n'a pas cessé de croître. Le résultat de cette équation, ça a été beaucoup d'investissements, ça a été des résultats sous pression, ça a été malheureusement un cours de bourse aussi qui est un peu la résultante de tout cela. Nous, on a fait quelques choix structurants, un choix structurant d'ailleurs essentiellement, qui a été celui d'investir massivement dans les nouvelles infrastructures. C'est le chantier de la fibre. S'il y a, je pense, une chose qu'il faut retenir de cette décennie, c'est ça. C'est le choix qu'Orange a fait de cette technologie de la fibre optique. 13 milliards d'euros. Qui est un choix qui n'allait pas de soi. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays où ça n'a pas été le cas, où les opérateurs historiques ne l'ont pas fait. Et c'est un choix qui a beaucoup de conséquences. Et on n'a pas fini de voir ces conséquences. Alors, il y a eu des conséquences positives immédiates. C'est que ça nous a permis de reconquérir beaucoup de clients. On va bientôt fêter le 6 millionième client à la fibre Orange. Il y en avait 60 000 quand je suis arrivé dans ce groupe. Ouais. Donc ça, c'est formidable. C'est le côté positif des choses. Mais il y a aussi d'autres conséquences qui sont plus compliquées à gérer. Il y a la transition du cuivre vers la fibre, on en reparlera peut-être, qui est un changement
très profond dans l'entreprise. Il y a le changement du modèle économique lui-même, parce qu'on avait 100% du réseau fixe. On aura demain que 60% de la fibre, et encore, c'est totalement fragmenté, parcellisé, et donc le modèle lui-même est un modèle beaucoup plus complexe. Mais néanmoins, je dirais malgré tout cela, je suis heureux que Orange ait, sous mon impulsion, mais aussi celle de tous ceux qui m'ont entouré naturellement, et avec l'appui de notre actionnaire aussi, de notre conseil d'administration, fait ce choix de la fibre. On l'a fait en France, on l'a fait partout où on pouvait le faire, d'ailleurs ailleurs en Europe, et depuis quelques années maintenant aussi sur le continent africain, où ça marche bien. Donc beaucoup d'investissements, la nécessité de réagir sur le marché pour ne pas faire la part belle à nos concurrents, à commencer par Free, et on y est quand même bien arrivé. Quand je regarde les chiffres d'Orange en France, les parts de marché, la satisfaction de nos clients, on est premier à la satisfaction de nos clients. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est les résultats dont je suis le plus fier, moi personnellement, mais je partage cette fierté évidemment avec l'ensemble de nos équipes, dans nos boutiques, chez nos experts du marketing, chez tous ceux qui sont dans cette machine formidable, parce que c'est leur résultat à eux. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs historiques dans des marchés aussi concurrentiels que le marché français qui ont réussi dans la durée à garder ces positions-là, à garder la qualité, à garder la reconnaissance de leurs clients, tout en restant compétitifs. On est plus cher que les autres, mais nos clients estiment en avoir quand même pour leur argent. Et c'est ça qui est essentiel. Et en même temps, on a fait un effort d'investissement très important, qui, je crois, est la meilleure façon de préparer l'avenir. Très bien. Alors, pour ne rien arranger sur le marché français, Stéphane, on a quand même parfois l'impression d'être placé dans une situation schizophrénique, on va dire. On nous demande d'être privé, de faire de l'argent, comme une entreprise privée, que nous sommes. Et puis, on nous demande parfois de faire du service public, comme si nous étions encore une administration. Et il y en a un qui a incarné cela pendant de nombreuses années de vos mandats. Alors, prenez pas mal, c'est pas non plus un copain. On commence pas avec vos copains. On l'écoute. Orange, je les appelle aussi un peu de modestie, pour prendre une petite métaphore. Quand on ramène un mauvais bulletin de notes à la maison, généralement, on fait pas le malin. Voilà. Donc moi, j'appelle un petit peu de modestie. C'est à force de confronter les expériences malheureuses de ce genre, allant jusqu'à l'isolement complet de personnes âgées, qu'Alain et quelques habitants ont décidé de lancer le collectif Orange J'enrage. Ce qui est cause de ces pannes à répétition et dont les durées ne cessent d'augmenter, c'est l'état du réseau abandonné. Moi, j'invite encore une fois Orange à faire attention. Orange est une grande entreprise et je voudrais pas que les Français aient l'impression que cette entreprise se soucie plus de questions de communication financière que du sort des abonnés du téléphone. Voilà, très charmant Sébastien Soriano. C'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre le jeu joué par l'ARCEP. Vous l'aviez dit d'ailleurs à ce propos, je vous cite, « Le comportement de l'ARCEP vis-à-vis d'Orange frôle le harcèlement ». Alors Stéphane, pourquoi ce harcèlement? Est-ce qu'on peut en sortir? Et peut-on, nous, Orange, être un jour traités normalement? Vous pouvez aussi faire appel à un ami si vous souhaitez pour vous aider à répondre. Oui, bien sûr. Je demanderai à Nicolas, qui vit ça au quotidien, ce qu'il en pense de tout ça. Le dialogue entre un opérateur comme Orange, important sur le marché, leader sur le marché et historiquement responsable du réseau fixe, et le régulateur, ces relations sont toujours compliquées. Elles sont compliquées partout. Il n'y a pas d'exception française de ce côté-là. Il y a des périodes où on est plutôt dans la négociation et dans je dirais, une forme de compréhension mutuelle. Il y a des périodes où on est plus dans la confrontation. C'est un combat qu'il faut savoir mener. Il faut savoir le mener en défendant l'entreprise, en essayant d'expliquer toujours les termes de l'équation. J'ai parlé d'équation parce qu'on gère ici un champ de contraintes incroyable que peu d'entreprises, peu de secteurs connaissent. Entre les clients, les pouvoirs publics, le régulateur, les deux d'ailleurs n'ayant pas toujours les mêmes objectifs, ça c'est sûr, le gouvernement et le régulateur, les concurrents, les marchés financiers, les partenaires sociaux, c'est compliqué. Donc il faut toujours expliquer ça. Et puis, en fait, il faut essayer de trouver des bons équilibres. Les bons équilibres pour l'entreprise, dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires. Et la recherche de ces équilibres, elle peut amener à des périodes de confrontation avec le régulateur. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Il y a eu des périodes aussi plus calmes, je dirais, où on a réussi à se mettre d'accord sur des
sur des compromis, ou même sur la définition de certaines règles. Donc, c'est un métier, le métier de dirigeant d'Orange, qui suppose d'être combatif, d'être réactif et d'être en défense de nos intérêts, mais aussi à l'offensive sur beaucoup de sujets, par rapport à toute une série de gens qui nous entourent et qui expriment un niveau d'exigence qui n'a cessé de se renforcer, parce que il y a 20 ans ou 25 ans, quand il y avait une coupure de téléphone quelque part, honnêtement, on n'en entendait pas parler. Aujourd'hui, ça devient insupportable. Et si on n'est pas capable, sur n'importe quel point du territoire, dans n'importe quelle condition, même s'il y a eu des problèmes météo ou n'importe quelle cause externe, des travaux qui entraînent une coupure, la pression arrive tout de suite sur nous et sur Orange. Il faut vivre avec ça, il faut l'accepter. Le dernier point, c'est que je pense que le public, l'opinion publique, globalement, quand on fait des enquêtes, quand on regarde d'ailleurs aussi ce que pensent nos clients de nous, ont finalement une opinion qui est beaucoup plus favorable. Ouais. Moi, je suis heureux, par exemple, parlons de choses positives quand même. Et oui, mais je suis heureux de voir que là, on vous taquine. Orange est une entreprise qui est aimée des Français. Oui. Nous sommes, depuis des années, dans le classement des premières entreprises aimées des Français. Aimées des Français. Bien devant tous nos concurrents. Bien devant tous nos concurrents. Et bien devant beaucoup d'autres services, entre guillemets, publics. Donc, on a réussi quand même, ce qui n'est pas du tout évident, d'être à la fois une entreprise privée, avec les contraintes d'efficacité et de performance d'une entreprise privée, mais en même temps d'assurer une mission, oui, de service public, avec quand même une forme de reconnaissance des Français qui râlent quand ils ont des difficultés et des soucis, mais qui globalement sont attachés à Orange. Ils râlent, ce sont des Français. Hein. C'est vrai. Un petit mot peut-être, Nicolas ? Oui, juste peut-être sur la forme est un peu particulière, mais elle est attachée à Sébastien. C'est comme ça. Il a quand même dit plusieurs fois c'est une grande entreprise, donc on va retenir cette partie-là sur la forme. Sur le fond, oui, en fait, mais c'est une fierté d'être régulé, honnêtement. Si vous êtes régulé, c'est que vous êtes puissant, c'est que vous êtes fort, c'est que vous êtes un acteur majeur. Aujourd'hui, l'acteur le plus régulé et peut-être le plus régulé en Europe, c'est Orange, mais ça représente aussi, c'est le symbole de sa puissance. Orange est puissant, Orange est présent sur tous les marchés européens, est reconnu comme tel. Et si Sébastien va sur des chaînes de télévision pour parler d'Orange, c'est le reflet de ça. Donc espérons qu'on soit régulé pendant des décennies et qu'on reste très très puissant. Après, c'est une affaire de combat, mais on aime ça et on n'est pas mauvais. On aime bien ce combat. Ça fait 20 ans qu'on le mène, on continuera à le mener. On le mène avec nos camarades sur le terrain, effectivement en permanence, avec OBS, avec les gens d'Orange France, avec toutes les entités. Et honnêtement, moi je suis très très fier de ce qu'on a fait depuis ces dernières années, de ce combat qu'on mène avec de belles batailles, de très très belles batailles. On a gagné. Gagné, exactement, gagné. Et on salue d'ailleurs toutes les équipes qui mènent le combat avec vous. Tu as raison. Nicolas, parce que je crois que... On peut les saluer, c'est un pack en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a les experts de ces sujets-là qui sont exceptionnels chez nous. Il y a Orange France, il y a OBS, effectivement, il y a ceux qui sont en face de nos clients. Et puis il y a toutes les autres composantes aussi de l'équipe. Mais c'est vrai qu'on a formé un véritable pack. Et c'est ça qui fait que finalement, quand on fait tout le film, on est là, on a réussi à gagner les principales batailles, on a réussi à éviter les mauvais coups, ou les pires qui pouvaient se préparer, et on a été réactif, parce que quand M. Soriano évoque le mauvais bulletin de notes, oui, il y a eu à certains moments peut-être matière à critique, mais on n'a jamais été dans le déni des difficultés quand il y en avait, et on a réagi, on a proposé des choses, on a fait des plans, on s'est engagé. Donc on n'a pas été jamais dans la position... d'une entreprise arrogante qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, même quand ça vient du régulateur, même quand ça agace, même quand on trouve que c'est injuste, on a toujours été à l'écoute et toujours présent et toujours dans la réaction. Sans oublier Win. Sans oublier Win, j'oublie à chaque fois. Sans oublier Win, évidemment. Sans oublier Win, derrière nous, mais on les oublie. Voilà, et on salue Jean-François Fallacher qui est aussi avec nous, je le vois à l'écran quand je me retourne, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est avec nous du coup via la magie du digital. Alors le dernier gros sujet sur lequel j'aimerais revenir en France, ce sont les grandes crises traversées en France. Quand on est fournisseur d'un service aussi essentiel que la télécommunication, et que le service n'est pas rendu, on peut vite basculer dans d'énormes crises, vous l'avez dit, à gérer dans l'urgence. Alors je pense bien sûr à la panne de juillet 2012, mais aussi encore à la dernière en date, celle des numéros d'urgence. Les services du ministère de l'Intérieur, en fin d'après-midi hier, ont constaté sur les numéros dits d'urgence des dysfonctionnements
qui ont touché tout le territoire national. Dysfonctionnement que l'on peut qualifier de grave et d'inacceptable. Dans le viseur, Orange. C'est cette entreprise qui héberge les numéros d'urgence et assure l'interconnexion avec les autres opérateurs. Alors, quand on fait face à ce genre de crise, comment on fait face à ce genre de crise? Quelles leçons vous en avez tirées? On a quand même parfois l'impression là aussi que notre actionnaire principal nous condamne plus qu'il ne nous soutient. Ouais, faut pas attendre de l'actionnaire ni un soutien, ni une aide d'ailleurs dans ce genre de moments. C'est des moments où l'entreprise est face à elle-même, je vais dire un peu seule. C'est pas facile de trouver des soutiens. Bon. Dans la vie des entreprises, de toutes les entreprises, il y a des accidents. Et des accidents, alors ça peut être une cause humaine, ça peut être une cause technique. Dans notre cas, en général, c'est plutôt une cause technique. Et notamment dans toutes les entreprises complexes, où on gère des réseaux, où il y a beaucoup de capillarité, il y a beaucoup d'équipements, voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de tous les opérateurs du monde. Oui, pas un seul qui n'a jamais connu un problème de réseau plus ou moins grand. Bon, et là aussi, il y a 20 ans, ça pouvait arriver, mais ça n'avait pas du tout les mêmes conséquences. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un incident. Bon, là, c'est un incident particulier, disons, puisque ça touchait les numéros d'urgence, pour que ça prenne une résonance considérable. Donc la gestion de crise, ça fait partie de la vie d'Orange. On est un opérateur vital. Notre service, celui de la connectivité, est vital dans nos sociétés, tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, bien entendu, ça fait peser sur nous une exigence très forte, très particulière. Et ça nous expose, malheureusement, je dirais, mais c'est la vie, et il faut l'accepter aussi, à des gestions de crise. Naturellement, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, ou le moins souvent possible, même si le risque zéro n'existe pas. Et quand il y a un problème qui s'est posé, comme ça a été le cas en 2012 ou plus récemment l'année dernière, il faut bien évidemment tirer le maximum d'enseignements pour que on soit encore meilleur à l'avenir, en étant lucide sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Je crois que chacune de ces crises, on a essayé de la gérer d'abord collectivement, même si c'est moi qui ai été le porte-parole de l'entreprise, c'est normal. C'était dans mon rôle, dans ma mission. Je ne me suis jamais dérobé à ça, bien sûr. On a essayé de le gérer dans la collectivité. Et au total, je trouve que ce sont des moments évidemment très pénibles et très douloureux. Mais l'entreprise a su surmonter ces crises. Elle a su les surmonter en tirant, je crois, des enseignements aussi pour s'améliorer. Et je pense qu'en termes de communication de crise, je ne suis pas, moi, un spécialiste de ça, mais je pense qu'il y a une forme de reconnaissance sur le fait que la communication de crise d'Orange a été une bonne communication de crise. Alors, est-ce qu'on peut avoir une bonne communication de crise? Je ne sais pas. On peut en avoir des mauvaises, en tout cas. On peut en avoir des mauvaises, absolument, qui plutôt accentuent une difficulté. Je pense que le ton qu'il faut trouver entre une forme d'humilité, une forme d'acceptation aussi de ces erreurs, enfin, ou de ces difficultés, mais en même temps, la pédagogie, la mise en perspective, le traitement des dommages que ça peut créer, et aussi la volonté de s'améliorer, tout cela a été globalement, je crois, restitué et nous a permis de surmonter chacune de ces crises dans les moins mauvaises conditions, disons. Mais ça fait partie de la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien qu'en regardant ces quelques sujets sur le marché français, je sais pas, il faut avoir une énergie de dingue quand même pour arriver à faire tout ça. Moi, je sais pas. Fabienne est là pour en témoigner plus que quiconque. Ça, c'est sûr. Alors, Stéphane, il y a un aspect de vous que nous ne connaissons pas forcément, ou pas assez. Quand on a interrogé ceux qui ont travaillé avec vous au groupe en France, en Europe, en Afrique, une qualité a été mise en avant, ce sont vos talents de négociateur. Un de vos proches collaborateurs, je ne dirai pas qui, nous a même parlé de votre incroyable pouvoir de séduction et de conviction. Et je pense que ça ne devait pas être de trop pour les nombreux sujets brûlants à dealer quand on est patron d'Orange, et pourtant, ça ne suffit pas toujours.
Bonsoir à tous. Sachez que Bouygues et Orange ont annoncé en fin de journée avoir mis un terme aux négociations sur un éventuel rapprochement. Cela faisait plus de 3 mois que les deux groupes tentaient de trouver un accord. Échec donc ce soir. 2 jours après, Martin Bouygues donne sa version de l'échec en envoyant 2 missiles. D'abord sur Xavier Niel, qui aurait joué un drôle de jeu pour se payer un réseau le moins cher possible. Ensuite sur le gouvernement, qui a voulu limiter sa participation dans Orange à 12% au lieu de 15%. La mécanique du capitalisme est trop familière à Martin Bouygues pour qu'il se laisse imposer d'être un actionnaire dormant. Je pense que l'opération Bouygues-Orange, c'était une opération de Bouygues visant à prendre pied dans Orange en vue d'en devenir l'opérateur principal et de le racheter. Et que c'est pour ça que ça a échoué. Alors le sujet de la consolidation en France, Stéphane, c'est un peu l'Arlésienne. Hein. Je crois que ce projet Jardiland reste une de vos plus grandes frustrations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dévoiler un peu les coulisses? Rapidement. C'était une idée que j'avais eue depuis un petit moment. J'en avais parlé à Martin Bouygues, qui avait pas plus réagi que ça. Et puis un jour, à ma grande surprise, il a demandé à me voir. C'était un triste souvenir, parce que c'était le jour de la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de novembre 2015. Et il est venu me trouver, et il m'a dit, voilà, j'ai bien réfléchi, je crois que c'est le moment. Il faut qu'on lance ce projet de rapprochement entre Bouygues Télécom et Orange. Il m'en a donné un petit peu sa vision. Il m'a dit, ça va être très compliqué, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on négocie à plusieurs. Mais ça a été sa démarche. J'ai saisi évidemment cette balle au bond. Pourquoi? Parce que, à la fois, j'étais convaincu, moi, que l'état du marché à 4, donc 3 ans en fait après l'entrée de Free, on était un peu au creux de la vague, là. Justifier une tentative comme celle-là. J'étais parfaitement conscient de la difficulté de l'exercice. D'abord dans la négociation complexe que ça supposait, et puis il y avait aussi la question de la concurrence et de l'autorité de la concurrence. Parce que bon, la consolidation dans le secteur, c'est quand même, on l'a vu, un feuilleton très très compliqué, très long et très incertain sur le plan de la concurrence. Mais néanmoins, je me suis dit qu'il fallait s'engager corps et âme dans cette aventure. Donc nous l'avons fait. Pendant 3 mois, je crois pouvoir dire qu'on est nombreux, en particulier Ramon, Gervais, Nicolas déjà et beaucoup d'autres, Jérémy, à avoir travaillé inlassablement pour essayer de trouver des solutions. C'est de tout ce que j'ai fait en 12 ans le sujet le plus complexe que j'ai eu à traiter, parce qu'il y avait tout dedans, tout, et une négociation à 4 avec des aspects techniques, des aspects financiers, des aspects sociaux, des aspects capitalistiques, l'État, évidemment, partie prenante, donc de la politique aussi. C'était un chantier incroyablement complexe. Peut-être que c'était un peu fou d'ailleurs de se dire qu'on pouvait y arriver, mais bon, j'avais peut-être un peu cette folie à ce moment-là. Je pense qu'on n'a pas été loin d'y arriver, en fait. Il y a eu juste un moment où des détails ont fait que le doute s'est installé dans l'esprit de Martin Bouygues, et que sa motivation pour y arriver a commencé à flancher. Alors c'est vrai que les rapports entre les uns et les autres étaient très compliqués. Il faut savoir quand même que Martin Bouygues, d'après ce qu'il m'a raconté, n'a serré la main de Xavier Niel qu'une fois dans sa vie, et il m'a dit jamais plus je le referai. Une fois dans sa vie, c'était pendant ces négociations, quand donc on avançait sur le partage des actifs de Bouygues. Donc le niveau de défiance était quand même très grand, et c'est compliqué parce qu'évidemment, pour qu'un truc comme ça marche, il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre les partenaires, qui n'était pas complètement au rendez-vous. En plus de ça, il y avait de la politique, et là où un des intervenants a raison, c'est quand il dit que pour Bouygues, la motivation de fond, c'était certes de sortir d'une difficulté majeure dans laquelle ils étaient avec Bouygues Télécom, mais c'était clairement aussi de mettre un pied chez Orange. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'était sa vision, parce que Bouygues est fondamentalement un bâtisseur, c'est un capitaine d'industrie, c'est pas un financier. C'est vraiment quelqu'un qui construit quelque chose. Hein. Et dans la construction, c'est pas pour rien. Ah oui. Et c'était sa vision. Dire qu'il voulait mettre la main sur Orange, je ne crois pas. Okay. Je crois qu'il se serait bien vu
rester un moment à côté d'un partenaire public, mais c'était vraiment, il voulait pas sortir Télécom. Il voulait simplement, effectivement, passer de son statut d'opérateur indépendant à un statut de partenaire dans un opérateur beaucoup plus vaste et international, ce qui n'est pas le cas de Bouygues Télécom. Okay. Donc ça a été une formidable aventure qui malheureusement a avorté, mais en tout cas qui a été 3 mois d'une intensité folle. Alors pour la petite anecdote, vous n'avez pas tout perdu. Je crois qu'après l'échec de Jardiland, vous avez reçu un courrier du patron de Jardiland et un rosier grimpant à floraison remontante, me dit-on. Oui, j'ai reçu une lettre de Martin Bouygues d'ailleurs aussi, que j'ai gardée, qui est une très très belle lettre dans laquelle il me remercie, moi personnellement, de la façon dont j'ai mené l'ensemble de ce processus. Et il y a eu effectivement le rosier. Je ne sais pas où il est ce rosier d'ailleurs. Il est sur votre tweet ou sur la lettre là. Voilà, on va dire. En tout cas. Une autre consolidation qui en a fait fantasmer plus d'un et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la consolidation avec DT, Deutsche Telekom. Là aussi, les discussions n'ont jamais abouti. Comme l'a dit, là aussi, un de nos proches collaborateurs, c'est peut-être pas plus mal. Moi, je sais pas. En revanche, il y a eu de belles réussites en Europe, comme l'acquisition de Gestel en Espagne, plus récemment celle de TKR en Roumanie et celle de vous en Belgique, vous l'avez cité dans vos propos introductifs. Et ces acquisitions, elles viennent consolider notre stratégie d'acteurs convergents en Europe. Là aussi, quelque chose qui a marqué vos mandats. Mais on sent qu'à chaque fois, ce sont des négociations qui sont difficiles, qui sont longues, qui sont complexes. Très rapidement, parce qu'on est en retard, pourquoi c'est si compliqué en Europe? Est-ce qu'il y a trop d'acteurs, trop de régulateurs? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, alors, il y a trop d'acteurs, oui. Il y a trop de régulateurs, oui. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'on est dans un secteur, une industrie qui est compliquée. Qui est compliquée parce que le spectre des sujets qu'on a à traiter est très très grand. Je l'ai dit, il y a de la technique, il y a du social, il y a de la finance, il y a de la régulation, il y a de la concurrence, il y a des clients quand même. Donc oui, c'est compliqué, et je dirais par essence, ça sera toujours compliqué. Rien n'est simple dans notre secteur. C'est aussi ce qui en fait le charme. Donc c'est vrai que ce sont souvent des négociations qui durent 18 mois, 2 ans. Dans le cas de la Roumanie, on a mis 2 ans pour y arriver. 2 ans. Et encore, il faut compter après les délais d'instruction des autorités de concurrence. C'est au minimum 1 an de plus, voire davantage. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait partie un peu des caractéristiques de ce secteur. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Et quand on croit qu'une idée est bonne, qu'elle est bonne pour l'entreprise et qu'elle va nous renforcer dans l'avenir, il faut avoir la patience, la résistance, la ténacité de le faire et de le faire dans la durée. J'en profite pour saluer d'ailleurs toutes les équipes qui nous regardent depuis l'Europe, Orange Roumanie, Orange Belgique, Orange Espagne et les autres. Voilà, ils sont aussi présents aujourd'hui. Et on les salue parce que ce marché européen... Affectueusement. Affectueusement. Alors des deals, finalement, il y en a eu tout au long de vos mandats. En zone MEA, il y a eu les négociations au Maroc, en Égypte, l'acquisition de nouvelles filiales au Libéria, au Burkina Faso, en Sierra Leone, également la RDC, avec aussi la consolidation en RDC. Il y a eu aussi la cession de II à BT, la vente de Dailymotion à Vivendi, l'acquisition de Groupama Bank en vue de la création d'Orange Bank. Plus récemment, les deals autour du cloud, de la cyber, avec l'acquisition de Basefarm, Business et Décisions, SecureLink, SecureData. Finalement, et aussi rapidement, parce qu'on me dit qu'on est en retard, quel est le deal, Stéphane, dont vous êtes le plus fier et celui que vous regrettez le plus de ne pas avoir vu aboutir? Le deal dont je suis le plus fier, je ne sais pas. Moi, je suis très fier qu'on ait bouclé l'opération en Belgique. Parce que ça fait tellement longtemps, puis il y a eu quand même pas mal de tentatives, Michael peut en témoigner. Et donc je trouve que c'est vraiment le succès de la ténacité, de la persévérance. Dieu sait qu'on n'était pas favori du tout au départ. Et c'est un véritable exploit. Voilà. Moi je trouve que c'est un véritable exploit, technique, financier, politique aussi, d'avoir réussi à attendre notre heure pour pouvoir faire cette opération. Le deal que je regrette le plus, qu'on n'a pas fait, alors je vais vous dire, il y a des deals qu'on n'a pas fait que je ne regrette pas, que je suis content qu'on n'ait pas fait. Par exemple, l'acquisition de Canal+. Et par contre, il y a des deals que j'aurais bien aimé faire et qu'on n'a pas pu faire, mais peut-être qu'on fera un jour. Et ça, c'est plutôt en Afrique et dans la zone Afrique. On a eu plusieurs épisodes de négociation avec d'autres grands opérateurs du continent africain. Moi, je reste... profondément convaincu que Orange peut devenir le grand opérateur du continent africain, que c'est un magnifique avenir pour le groupe et que ça passera par davantage aussi de présence sur le continent. Et cette présence, elle peut se faire par différents moyens. Mais c'est vrai que être à l'origine de la création d'un grand opérateur panafricain, c'est un formidable projet stratégique pour le groupe. On ne l'a pas fait ces 10 dernières années, mais gardons ça en tête.
Alors, qui dit acquisition dit rebranding, hein, mettre à nos couleurs les entreprises qui rejoignent la grande famille Orange. Une chose est sûre, c'est quand on feuillette l'album de tous nos rebrandings, on se dit que pour ce qui est des deals, vous vous êtes plutôt bien débrouillé, Stéphane. Voilà pour l'album de ces rebrandings. Stéphane, tout va bien jusque-là? Tout va bien. Tout va bien, vous aussi? Parfait. Alors, on va continuer de dérouler ces grands enjeux et ces grandes actions des dernières années à la présidence d'Orange. L'occasion aussi de mieux vous connaître et en tout cas de mieux comprendre vos apports sur les sujets centraux de nos activités. Donc, il y a un autre aspect primordial pour vous, vous venez d'en parler, c'est l'Afrique. La semaine dernière, vous étiez en Afrique à la rencontre des salariés d'Omea au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et une phrase est revenue beaucoup. C'est un surnom, Stéphane l'Africain. On sent vraiment un coup de cœur personnel pour le continent. Stéphane, d'ailleurs, vous leur avez dit que vous reviendrez souvent les voir. Ce coup de cœur personnel de Stéphane l'Africain est-il aussi un coup de cœur de business pour les promesses d'Orange l'Africaine? Vous avez déjà un peu répondu. Oui, c'est clair. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc moi, je suis convaincu que l'Afrique est une terre d'opportunités pour nous, pour notre business, dans les télécoms, mais pas seulement dans les télécoms d'ailleurs. Et les équipes d'Alioune le montrent tous les jours. Et par ailleurs, oui, c'est un continent qui est fascinant, qui est attachant, où je pense se concentre une grande part des enjeux de l'humanité, en fait, et beaucoup aussi de l'Europe, à travers les flux migratoires, à travers la démographie, à travers le défi climatique et beaucoup d'autres choses. Et oui, c'est vrai que j'ai découvert l'Afrique, que les Africains m'ont fait aimer l'Afrique et que, oui, c'est un endroit où j'aurais vraiment envie de continuer à aller, de continuer à agir, si possible, à être utile. Ça fait partie des grands cadeaux que l'aventure Orange m'a apporté. Alors, la semaine dernière, vous faisiez une émission en Afrique, un peu comme on le fait ici, avec Alioune, depuis Dakar, pour les collaborateurs de la zone. On en regarde quelques images. Nous voilà donc en direct du siège de la Sonatel à Dakar. C'est grâce à Stéphane qu'Orange, en Afrique et au Moyen-Orient, a connu ce formidable essor. En fait, en 11 années, les revenus de la zone Afrique-Moyen-Orient, comparés aux revenus d'un groupe qui augmentait aussi, a plus que doublé. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 18 pays. Un Africain sur 10 est client d'Orange. Tout ça a été réalisé par 18 000 salariés, mais sous l'impulsion de Stéphane Richard, qui a cru au potentiel du continent, qui s'est engagé, qui s'est impliqué, qui s'implique encore jusqu'à aujourd'hui pour que Orange, dans le continent, soit au service des populations, des économies et des pays. Il y a des jours où je me demande si je n'ai pas un peu de sang africain, en fait. Je me sens tellement en fait chez moi ici. Un peu de sang mêlé pourrait peut-être expliquer ça. Au Cameroun, donc plus récemment, Stéphane a été anobli par la chefferie traditionnelle du peuple Sawa. Et en fait, on ne s'assoit pas comme ça. Il faut rendre hommage aux divinités. Il y en a 9. Et donc, il y a un monsieur assez quand même costaud qui là, fait ça 9 fois avant qu'on s'assoie. Et quelqu'un a pris ces images. Et cette vidéo-là a fait un tabac chez moi. Ce qui, pour moi, est le plus impressionnant,
c'est ta capacité à être un ambassadeur de l'Afrique. Je t'ai vu à plusieurs reprises pendant ces 4 dernières années pousser pour le continent, en parler au niveau des execs, en parler à l'extérieur, auprès de tes investisseurs, auprès des fonds de pension, de tous ceux qui ne croient pas finalement en l'Afrique. Parce qu'il y a beau dire, aujourd'hui on voit les résultats, mais tout le monde n'est pas convaincu que l'Afrique n'est pas qu'une terre de risque, que c'est une terre d'opportunité. Et toi, tu as fait un travail formidable à faire comprendre à tout le monde, avec les bons mots, avec la diplomatie nécessaire, mais aussi avec l'énergie et le coup de pouce nécessaire, qu'il fallait y aller. Et Orange y croit, et ça a amené, je pense, beaucoup d'autres groupes européens à se poser la question, à voir comment faire plus confiance aux Africains, comme tu as pu le faire, comme Malune a pu le faire. Et pour ça, nous vraiment, on t'en est reconnaissant. Merci beaucoup. Quand on parle d'inclusion, on dit que on a l'ambition d'être un agent de l'inclusion partout où on est. Le plus bel exemple de ça, c'est Orange Money. Cette dimension-là de progrès qu'il y a autour de ce service, elle m'a frappé dès le départ. Ma conviction profonde que ce continent sera le continent du XXIe siècle. J'ai envie de leur dire bonne chance pour l'avenir. Et ayez foi en ce que vous faites. Voilà pour ce Let's Talk OMEA qui a été réalisé la semaine dernière à Dakar. Stéphane, un autre de vos engagements, c'est la diversification, notamment dans une activité sur laquelle on ne nous attendait pas, c'est la banque. En 2017 est lancé Orange Bank, qui devient un véritable phénomène sur le marché bancaire. Ça fait un acteur de plus, mais est-ce qu'on est vraiment sur une révolution bancaire, comme nous le disent certains? Oui, je pense qu'en plus, Orange, c'est une marque. Ils ont des boutiques, donc leur compte quasi gratuit peut faire mal. Alors, on voit bien, Stéphane, sur le sujet qu'on vient de visionner, que quand Orange arrive sur le secteur de la banque, on fait peur. Pourtant, est-ce que ça a été dur de convaincre nos actionnaires, le conseil d'administration, qu'Orange pouvait devenir une banque? 4 ans après, est-ce que vous êtes toujours aussi convaincus? Ça n'a pas beaucoup aidé le cours de bourse, cette histoire. Alors là, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la banque qui explique le cours de bourse. Ça aide pas en tout cas. Ce qui explique le cours de bourse, c'est neutre. Franchement, c'est neutre. Ce qui explique le cours de bourse, c'est d'autres causes. Non. Est-ce que c'était facile de convaincre? Oui et non, en fait, parce que je pense que cette idée a séduit quand même beaucoup de gens au sein du conseil d'administration. Mais j'allais dire, au-delà du conseil, et pardon, pour moi, c'est le plus important, chez nos salariés. Et moi, je dirais, la première satisfaction que j'ai eue, c'est de voir l'adhésion de nos équipes, notamment dans la distribution d'ailleurs, quand on a lancé ce projet. Presque l'engouement qu'il y a eu, l'enthousiasme qu'il y a eu. Donc ça a été, je pense, une bouffée d'air. Ça a été la démonstration qu'on pouvait s'aventurer sur un autre terrain que celui de notre métier traditionnel, en utilisant d'autres actifs de l'entreprise, mais qui sont très forts. Sa marque, ses boutiques, ses équipes aussi, sa technologie. Et donc au total, moi je suis très heureux qu'on l'ait fait. Je suis, je dois dire, très heureux et très satisfait des résultats que nous avons eus. Et je saluais ici en particulier l'action de Paul, qui est en face de moi, qui préside au destiné de la banque et qui s'en occupe avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie maintenant depuis quelques années. Parce que c'est pas facile, là aussi, c'est un vrai combat. On n'a pas été quand même accueillis avec des bouquets de roses par nos collègues désormais du secteur bancaire. On pouvait s'y attendre aussi. On a été souvent critiqués par les médias. Alors, peut-on considérer que certains d'entre eux sont un peu à la solde aussi des grandes banques, mais on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de complaisance sur tout ça. Ça m'a un peu peiné, je dirais, parce que quelque part, je trouve que c'est un trait français aussi, ça, que j'aime pas. Bon, enfin, c'est comme ça. Faut passer outre. Moi, je crois toujours à ce projet. Je pense qu'il a un bel avenir. Je pense qu'on a passé des moments difficiles, mais qu'on est sur une bonne trajectoire, même une très bonne trajectoire. Faisons comme en Belgique. On a attendu 10 ans pour arriver à concrétiser notre opération en Belgique. Je pense qu'il faudra encore quelques années pour installer vraiment définitivement Orange Bank dans le paysage. Mais je suis plus que jamais convaincu de nos chances d'y arriver, et
du profit, pas seulement financier, du profit d'image, du profit culturel, du profit en termes d'activité, de métier, de compétences, de rayonnement de la marque, et y compris pour notre cœur de métier télécom, que la banque nous apportera. Donc Paul, on reste patient, hein, je crois. Vous êtes patient? On est patient. Nous, les banquiers, on a un rapport au temps qui fait qu'on est patient, mais aujourd'hui, Orange Bank, Stéphane, tu le sais, hein, c'est 1 700 000 clients en Europe, c'est 700 000 clients en Afrique. Et on n'aurait jamais réussi cette aventure, et je voudrais vraiment le dire, s'il n'y avait pas eu une connivence qui s'est construite entre Orange Bank et Orange France, avec Fabienne, et Orange Espagne avec Jean-François, et puis évidemment avec Elioun. Et ça, je pense que c'est nouveau pour Orange. C'est aussi cette capacité à travailler en réseau, à travailler des métiers de façon transverse. Et pour moi, c'est ça qui fait que voilà, qu'Orange a acheté, qu'Orange s'est approprié la banque. Et c'est ça qui fait que moi, je suis très confiant pour le futur. Super. Alors, à votre avis, je vais parler de quoi après? On est sur la diversification. Cybersécurité. Bravo. C'est bien. Tout le monde avait suivi. Hein. Donc, effectivement, un autre axe de la diversification, c'est la cybersécurité, sur laquelle, là aussi, vous vous êtes beaucoup investi, et puis surtout investi très tôt. Hein. Vous y avez cru très tôt. La cybersécurité chez Orange, aujourd'hui, Foulon, je crois que c'est 2500 experts hein, qui accompagnent les entreprises et institutions dans la protection de leurs données, de leurs systèmes. J'ai lu quelque part que Orange Cyberdéfense, c'est par exemple 200 sites malveillants fermés par jour, ce qui est quand même un truc énorme. Orange a été précurseur sur le sujet, mais est-ce qu'on va assez vite? On est allé vite, hein, quand même. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'acquisitions sous la houlette de Hugues et avec, bien sûr, nos équipes de M&A et Jérémy en particulier, et Ramon. On a été capable de prendre des risques. On a eu des discussions en conseil, d'ailleurs, pas toujours évidentes là-dessus non plus. Mais on l'a fait. Et c'est bien d'avoir construit ça. On a un beau socle maintenant. Dire qu'on est arrivé au bout du chemin, certainement pas. Là aussi, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Il faut continuer à construire cette croissance, continuer à construire notre implantation européenne, peut-être aller aussi un jour explorer d'autres marchés. Donc voilà, moi je pense que c'est un vrai moteur de croissance qu'on a su créer dans ce groupe. C'est une grande valeur pour l'avenir. Et mon souhait personnel, c'est qu'on continue à creuser ce sillon, qu'on le fasse avec les équipes engagées de qualité qu'on a aujourd'hui, et qu'on trouve les bonnes conditions, je dirais, pour que cette activité continue à s'épanouir, à croître au sein du groupe. Rien à rajouter, Monsieur Foulon? Juste un petit mot, Cécile. Est-ce qu'on va assez vite? Orange Cyberdéfense croît plus vite que son marché, hein, donc 14% en 2021, là où le marché croît à peu près de 9%. Donc c'est quand même pas mal compte tenu de la taille qu'on a réussi à acquérir. Et puis Orange Cyberdéfense est présent en France, hein, ça représente à peu près 40%, mais aussi beaucoup en Europe, hein, donc dans des pays notamment d'Europe du Nord. Et puis je voudrais surtout préciser que tout ça se fait au sein et avec OBS. Hein, donc c'est pas Orange Cyberdéfense qui le fait tout seul, on le fait en synergie avec les équipes d'Helmut, d'Aliette. Et c'est comme ça que le projet fonctionne. Faire un peu le meilleur des deux mondes, une certaine agilité, une capacité à adresser les clients tout seul, mais en pleine synergie avec OBS quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, Hugues. Alors maintenant, Stéphane, c'est pas le plus agréable des thèmes que nous allons aborder. Tout de suite, ce ne sont pas de bons souvenirs. Vous arrivez, il y a 11 ans, à la tête d'une entreprise dont le collectif se porte mal. C'est le moins qu'on puisse dire. On se souvient tous de ce climat social. On se souvient encore plus de l'impact de ce climat sur certains des collaborateurs du groupe. On se l'est dit au début, Stéphane, pas de langue de bois aujourd'hui. Je pense que, voilà. Et pour replonger dans ce moment si dur, si particulier, nous sommes allés chercher un document inédit qui a été projeté au récent procès concernant cette époque. France Télécom offre à ma caméra ce voyage au cœur du grand groupe. Mais je suis rattrapé par l'histoire. Et quelle histoire! Que se passe-t-il chez France Télécom? Après un 18e suicide de salariés en 18 mois, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Dans une lettre laissée par la dernière victime, les conditions de travail et le climat qui règne dans l'entreprise sont clairement mis en cause. Il était architecte réseau. Michel, 51 ans, a mis fin à ses jours à son domicile le 14 juillet dernier. Sous les yeux de ses collègues, elle a ouvert la fenêtre et s'est jetée dans le vide du 5e étage. Il y a un collègue de bureau qui m'a dit tiens, on dirait un oiseau qui tombe. Dans toute entreprise privée, on vous largue 1000, 2000, 5000 personnes, vous êtes licencié, c'est comme ça que ça se passe dans le privé. Impossible chez France Télécom, sont les fonctionnaires, ils ne sont pas lourdables. Donc d'après ce que nous avons analysé, la technique était de dégoûter les gens.
J'ai été très fière de travailler au PTT, très longtemps. Maintenant, on me demande où je travaille, je dis dans une société de téléphonie. Oh. Vous êtes marié? Oui. Des enfants? Oui. Et vous, par exemple, quand vous rentrez le soir, qu'est-ce que vous leur racontez de votre vie, quoi? Rien. Rien? Surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. J'ai une femme assistante sociale, je lui parle pas de mon travail. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de plus être reconnu dans son boulot, quoi. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Plus de reconnaissance. Qu'est-ce que vous vous dites, Stéphane, à l'époque, quand vous arrivez dans cette entreprise? Je me dis qu'elle est en état de choc. D'ailleurs, on a parlé de crise sociale. C'est pas une crise sociale, en fait. C'est une crise beaucoup plus profonde que ça. Une crise sociale, c'est un conflit sur des salaires, sur des choses qu'on peut résoudre. Là, on n'est pas dans une crise sociale. On est dans une crise humaine. On est dans une crise de sens, qui plonge vraiment au plus profond de l'entreprise et qui touche toutes les strates de l'entreprise. C'est pas les techniciens, les vendeurs, les cadres, les non-cadres. C'est vraiment quelque chose de très, très profond et très général. Donc, quand on est face à une situation comme ça, on rentre dans le sujet. J'ai essayé de le faire, je dirais, d'abord en étant à l'écoute, bien sûr, en y passant du temps. J'y ai consacré vraiment tous les premiers mois de ma présence dans l'entreprise. Je me suis appuyé sur les partenaires sociaux, oui, bien sûr. C'est là où la reconstruction n'a été possible que parce qu'on a trouvé aussi des partenaires responsables qui nous ont permis de faire cette reconstruction. Et je pense que ce qui a été aussi très important, c'est de ne pas rater quelques décisions symboliques. Je pense notamment à la reconnaissance de certains suicides en accident du travail, qui a été importante symboliquement. Pas que symboliquement pour les familles concernées, mais symboliquement pour l'entreprise. Car je pense qu'il y a un moment où il fallait qu'on sorte d'une posture qui était jugée comme arrogante, comme dans une forme de déni, en fait. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y en a toujours. La souffrance fait partie du monde du travail. Tout le monde n'est pas heureux au travail, on le sait tous. Mais disons que là, on avait atteint des proportions très, très alarmantes et qui menaçaient, je crois, vraiment la survie même de l'entreprise. La survie même de l'entreprise. Donc voilà, pour moi, c'est une collection de souvenirs parfois terribles. Mais en même temps, j'avais une espèce d'élan. Je me sentais utile aussi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup porté au début de ma présence ici, car je me suis dit, si on arrive à sortir de ce trou et à retrouver une envie collective de faire quelque chose, alors là, par contre, on va faire des merveilles. Parce qu'on sentait quand même toujours la vitalité et l'attachement, surtout des gens de l'entreprise. On a entendu un monsieur ici qui disait qu'il avait honte. C'est terrible. Il n'y a pas pire que ça. J'espère vraiment du fond du cœur aujourd'hui que plus personne n'a honte de travailler chez Orange, parce qu'on est chez Orange. On peut avoir des difficultés dans son travail, bien sûr. On peut avoir des problèmes avec son manager. On peut avoir même le sentiment d'un déficit de reconnaissance. Et je sais que ça existe encore dans un certain nombre, chez un certain nombre de personnes. Il faut être toujours très attentif à cela, avoir une réponse adaptée. Mais je pense que globalement, la fierté d'appartenance, le sentiment d'être utile, soi-même et de travailler dans une entreprise utile, ont été restaurés. Et pour moi, c'est quand même la condition absolue d'envisager un avenir. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, on se souvient, il y a eu le contrat social qui a été mis en place après cette crise. Et puis, effectivement, il y a eu votre action. Vous avez tenu, Stéphane, à la suite de cette crise inédite, à entretenir une grande proximité avec le terrain. Des déplacements, des échanges avec les équipes, en boutique, dans tous nos pays. C'est vraiment devenu votre marque de fabrique. Se parler, écouter, créer un lien avec toutes les femmes et tous les hommes d'Orange
Et cela est passé par un programme très suivi qui incarne vos mandats. Je parle bien sûr de la VIF, on en a parlé en introduction. Et ces échanges toujours passionnés, en direct de lieux symboliques du groupe, rappelez-vous. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc au cœur de ce tout nouveau siège d'OMEA à Casablanca. Welcome to Orange Campus. Nous sommes en direct du siège du groupe Orange à Paris, rue Olivier de Serres. Ravi aussi de vous accueillir ici à Montreuil, au siège d'Orange Bank. Dans quelques instants, nous allons retrouver Stéphane Richard, rue des Archives. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission en direct d'Abidjan. Pour moi, ce moment est un moment très fort de notre vie collective parce que c'est l'occasion d'un échange direct. Et je vous propose peut-être qu'on commence tout de suite. Je me demandais si vous... Alors Stéphane, on le disait, vous avez au cours de vos mandats rencontré des centaines, voire des milliers de salariés. Alors bien sûr, on ne pouvait pas tous les faire témoigner au cours de cette émission, malheureusement, mais ils sont présents toujours à travers les témoignages qui continuent d'arriver sur le Film Survey et les selfies qu'ils nous ont envoyés, qui témoignent de leur reconnaissance et de leur attachement à votre personne. Il y en a deux cependant qu'on a souhaité inviter aujourd'hui pour nous raconter leur rencontre avec vous, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été des moments qui en ont marqué plus d'un. On attend le sujet qui va arriver. Voilà. Bonjour Stéphane Bonjour Richard. Stéphanie. Vous allez bien? Mais oui. Bon, c'est... Voilà, c'est moi. Le blouson. Le blouson, waouh, c'est bien, dis donc. Et les chaussures. Ah. On a eu des balbutiements au départ. Par contre, il s'en est très bien sorti. C'est le portable de ma femme, elle est partie aux toilettes, elle va revenir. Donc, je sais pas. Qu'on attend notre femme. On a mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? 30 secondes. Oui, mais vous m'avez appelé tout de suite là pour ma voiture. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça. J'ai jamais fait ça. Les mots de passe chez vous, alors là, il y en a autant qu'un pape peut en bénir. Très bien, monsieur. Bon, écoutez, j'ai remontré l'information. Voilà. Oh, je pense qu'on va le garder, hein. On peut le garder. Défi du jour, se prendre en selfie avec Stéphane Richard. Ah, ça, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur? Ah, ça ouais. va le faire? C'est promis, ça. Stéphane, j'ai su que tu étais également musicien. Est-ce que ça ne te dirait pas de jouer un petit peu avec eux? Si mineur, fa dièse, mineur, mi mineur. Bon, moi, je vais me faire tout petit, là, pour l'instant. Je suis resté qu'un enfant, comme j'ai grandi trop vite. Dans un monde super plastique, je veux retrouver maman, je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Rien du soleil. Et voilà, et ils sont en direct avec nous, Stéphane. Donc Stéphane Lecourtois, qui est responsable d'équipe à l'USC Grand Ouest, spécialiste solutions techniques Saint-Nazaire. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile, bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Et Stéphanie Plancel, de l'équipe d'intervention client réseau 90 à la DO Grand Nord-Est. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Cécile, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Alors, on est ravis, hein, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai des petites questions pour vous, mais Stéphane, après, on prendra aussi vos réactions. Ça vous fait plaisir déjà de les revoir? Très plaisir. C'est des super souvenirs. Alors, Stéphane Lecourtois, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Stéphane Richard? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à Stéphanie, Stéphane Lecourtois, quand il arrive sur ce parking, il ne sait pas du tout qui il va rencontrer. Et ça a donné lieu à 5 minutes un peu de gel de l'image. Pas vrai, Stéphane? Ça a donné un peu de flottement, en effet. Pour l'histoire, on devait accueillir quelqu'un. Je ne savais pas qui. Mon équipe n'était pas forcément prévenue non plus. Et puis quand j'ai fait la découverte, là, je me suis senti embarrassé parce que je m'étais dit qu'on aurait pu mieux faire. On voulait faire les choses différemment. Et une grosse crainte m'est venue, c'était surtout comment ça allait se passer en face des clients. Et je dois avouer qu'il a fait preuve de beaucoup d'habileté. Et on a vu comme des beaux moments, notamment avec la personne qui attendait son garagiste ou sa femme.
Donc c'était des moments assez sympas. Il s'en est plutôt bien sorti alors. Ah, mais beaucoup mieux que ça, puisqu'il a quand même réussi à tenir une file d'attente de main de maître. Bon, bah, si vous savez pas quoi faire après, hein, du coup, voilà, on vous attend à Saint-Nazaire. Et vous, Stéphanie, comment ça s'est passé? C'était un peu différent, je crois. Vous saviez qu'il devait venir. Combien de temps à l'avance? Alors, on l'a su essentiellement donc 2 à 3 jours à l'avance. Ouais. Alors, ça a été très difficile de garder le secret pour nos équipes. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, avec le manager également qui manage également nos 2 équipes sur site, il fallait vraiment qu'on garde cela pour nous. Et c'est vrai que ça a été une grande fierté de voir arriver Stéphane sur notre site, de le voir également parler aussi avec simplicité avec nos équipes, cette proximité, son accessibilité. Donc voilà, ça nous a vraiment rassurés le jour de sa venue. Mais c'est vrai qu'on a eu, nous, cette information, contrairement à Stéphane, 2 à 3 jours avant. Et à un moment donné, il dit qu'il va faire remonter l'information quand le monsieur dit qu'il a des problèmes. À votre avis, il l'a fait remonter où, l'information? Alors, je pense qu'il l'a fait remonter parce que maintenant, nous avons des QR codes. Ah. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir appairer donc, la Livebox directement aux différents équipements. Et ça, je vous pose une question à tous les deux, vous répondez peut-être l'un après l'autre. Ça vous a apporté quoi à vous, cette rencontre, puis à vous, puis à l'équipe, hein, quel souvenir vous gardez finalement de cette journée un peu pas comme les autres? Stéphanie? Alors pour moi, c'est vraiment, donc, comme il l'a dit, sa vision et son envie d'être utile. Et c'est vraiment cette vision qu'on a partagée ensemble tout au long de cette journée. C'est de se sentir utile au niveau du collectif, puisque ce mot est revenu régulièrement pendant cette journée. Cette simplicité qu'il a eue également avec mon équipe au niveau des échanges, que ça soit auprès d'un apprenti ou que ça soit auprès d'un technicien qui avait 20 ans d'ancienneté. Et puis également de voir nos difficultés sur le terrain, de partager également nos plans d'action. Et puis de voir qu'on était très actifs sur ce métier de l'unité d'intervention avec également tous les enjeux qu'il y a sur notre territoire. Donc cette journée est passée très très vite. Ouais. Et il a apporté un vrai plus au groupe local, ou est-ce que c'était pas bien? Alors il a très très bien joué. non, mais il a joué le jeu, il a été vraiment entier avec nous toute la journée. Et vous, Stéphane, ça vous a apporté, merci encore. Ça vous a apporté quoi? Et à l'équipe, je crois que vous gardez tous un souvenir d'ailleurs de cette rencontre. Alors, ça a été un grand moment pour moi et l'ensemble de l'équipe. Alors, c'était pas forcément préparé, mais il a su se rendre accessible vraiment avec l'ensemble des personnes présentes ce jour-là. En toute simplicité, on a pu échanger. Il a fait attention d'avoir un mot envers chacun. Il y a eu des moments un peu particuliers, notamment, je pense, avec l'apprenti aussi. Il y avait Louis qui était présent, qui était assez audacieux de temps en temps. Donc, ça donnait lieu à des grands moments. Mais chacun a réussi à capter ce petit moment, soit par une photo, soit par des mots. Et même certains, encore aujourd'hui, ont des photos avec Stéphane. Stéphane, vous gardez quel souvenir de ces 2 journées? Ah, c'est un souvenir merveilleux, mais vous savez, en fait, j'appréhendais, moi. J'appréhendais les 2 fois, d'ailleurs, hein, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en fait, je l'ai dit, d'ailleurs, hein, il dit qu'il fallait être cash. Je suis cash. Bah ouais. Moi, gérer une file d'attente dans une boutique, j'ai jamais fait ça. Et même, d'ailleurs, être dans une boutique... face à des clients qui arrivent, qui ont une demande, qui ils posent des questions, etc. Bon, et donc j'étais pas super à l'aise. Hein. Franchement, j'étais pas super à l'aise du tout. Et donc à mon tour de leur dire à Stéphanie comme à Stéphane que eux-mêmes ont été parfaits pour me mettre à l'aise, moi. C'est dans ce sens-là aussi que la chose a fonctionné, oui. Que l'alchimie a fonctionné. Et c'est parce que je me suis senti à l'aise tout de suite, grâce à eux et aux gens qui étaient autour d'eux, que ensuite ça s'est passé
dans cette ambiance. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment deux journées qui ont marqué ces 12 années que j'ai passées ici. Et vous savez, elles m'ont marqué autant, si ce n'est plus, que beaucoup d'autres occasions, peut-être plus j'allais dire prestigieuses, mais en tout cas avec des gens importants, ou des réunions avec des chefs d'État, ou des grandes figures de tel ou tel secteur. Parce que l'humanité qu'on a partagée ces jours-là, ces 2 journées-là, cette présence sur le terrain, les gens qui étaient là autour de moi, Louis, je me souviens de lui, puisqu'il ressemble beaucoup à un de mes fils aînés, donc c'était... Voilà, donc ça a été juste des parenthèses, bien sûr, pour moi des parenthèses, mais des parenthèses très touchantes, j'allais dire tendres, et qui m'ont laissé un très beau souvenir personnel, en tout cas. Et je vous remercie encore l'une comme l'autre d'avoir été là pendant ces 2 journées et de m'avoir accueilli comme ça. Merci beaucoup Stéphane pour ces mots cash et vrais. Merci beaucoup Stéphane et Stéphanie d'avoir été avec nous pour cette émission, d'avoir pris le temps de faire une pause dans votre journée pour témoigner. Et à travers vous, c'est aussi le témoignage de tous les salariés sur le terrain que vous avez rencontrés au fil de vos déplacements. On l'a tous fait d'ailleurs, hein, Cécile, vous savez. D'ailleurs, je pense que chacune et chacun d'entre nous a un souvenir mémorable de cette expérience. Franchement, de toutes les années qu'on a passées dans ce groupe, je crois que tout le monde est d'accord avec moi ici, cette idée était une idée géniale. D'ailleurs, moi, je pense que ça serait très bien qu'on le refasse, parce que ça nous apprend à nous beaucoup. Ça nous apprend beaucoup. Et voilà, c'est des souvenirs qui sont gravés dans nos mémoires. Voilà. Chacune et chacun d'entre nous. Et je crois dans celle de tous ceux que vous avez rencontrés, toutes les équipes avec qui vous étiez... Et on a bien ri. Oui. Honnêtement, on a quand même bien ri, tous d'ailleurs, en voyant ces films, les uns et des autres. Ouais, on a toutes les images, hein, donc n'est-ce pas Béatrice? Voilà, donc je remercie encore Stéphane et Stéphanie. Alors Stéphane, au revoir à tous et bonjour aux équipes. Voilà, on espère vous revoir très bientôt. Vous êtes tous toujours évidemment les bienvenus ici à Bridge. Alors Stéphane, durant ces mandats, vous n'avez pas fait qu'aller en boutique et jouer avec Stéphane et Stéphanie pendant une journée, prendre leur rôle. Vous avez fait des choses un peu plus folles et parfois même étonnantes. On a retrouvé quelques images surprenantes. Bonjour à toutes et à tous. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Ok, Jigo. Tu peux allumer la télé sur OCS, s'il te plaît? Très bien. Mais entre nous, je préférais l'autre acteur. Merci, Jigo. Bonsoir, monsieur. Monsieur, on peut se tutoyer, tu sais. Je suis toi dans 20 ans. C'est une situation un peu étrange, me retrouver face à mon moi d'il y a 20 ans. Ah, mais c'est génial! Moi, j'ai envie d'être sur le terrain, avec le ballon au pied, et j'ai envie de marquer des buts. J'ai tenu à vous adresser mes vœux de Bridge, le futur siège du groupe. And you are in a garden. I'm in the garden now, yes. J'ai bien l'intention d'être un des premiers clients. Ah. Il m'en reste un dans la cible. I just want to thank you for your time and for all the efforts you and all the management are doing with us. We try to be with you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Vous ne posez que des questions où je suis obligé de répondre les deux. Alors, pourquoi ne pas faire de grandes choses dans l'IoT et de temps en temps se taper un bon aioli? Je vous donne rendez-vous le 16 juin pour la grande finale Cube en France. Orange lance une banque avec une offre unique. Bon, on ne va pas se mentir, Stéphane Richard. Avec ce tweet, vous êtes devenu l'agitateur, voire même le perturbateur du marché bancaire. Oui, on peut le dire comme ça. Vous savez, cette offre Orange Bank, elle va être unique. Alors, j'aurais juste besoin de votre nom. Alors, Yel. L-I-E-L. Quel est votre prénom? Xavier.
Xavier Niel. Est-ce qu'on peut faire un virement par SMS? Bah oui. C'est qui le patron? Comment ça, tu comprends pas la question? Bah, ça commence bien. On vous en a fait faire des choses. Hein. Ouais. Mais c'est top. Je pense aussi au Show Hello. On va pas avoir le temps finalement de les évoquer, mais là aussi, hein, vous avez été le premier ambassadeur de l'innovation grâce au Show Hello. Formidable aussi écrin pour notre innovation. Mais Stéphane, nous arrivons au terme de cette émission. Et avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revienne un instant sur votre départ. Vous n'étiez pas candidat à un 4e mandat, on sait. Vous aviez exprimé votre souhait de prendre la présidence non exécutive du groupe. Mais le verdict du procès en appel de l'affaire Tapie le 24 novembre dernier, on a décidé autrement. Qu'est-ce qu'on ressent après ça? Est-ce que c'est dur de partir dans ces conditions? C'est dur de partir tout court. De toute façon, je savais très bien, condamnation ou pas condamnation, que partir serait difficile. J'avais émis cette idée de rester comme un président non exécutif, d'accompagner un ou une CEO. J'avais envie de le faire pour prolonger un peu cette page qui est si importante dans ma vie. Bon, ça n'est pas possible, c'est comme ça. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui s'est passé, pourquoi cette décision. C'est ainsi, donc c'est difficile de partir, oui. Dans ces conditions-là, je ne sais même pas si on peut dire ça, c'est difficile de partir tout court, en fait. Vous allez faire quoi maintenant? Vous aspirez à quoi? Je ne sais pas encore. Enfin, ce à quoi j'aspire, j'ai quelques idées. Ce que je vais faire précisément, je ne le sais pas encore, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que pour l'instant, je travaille ici. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais ce n'est pas juste un discours, c'est une réalité. Je me déplace beaucoup, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de dossiers dans l'équipe, et donc je n'ai pas de temps à consacrer à préparer ce que je vais faire après. Voilà. Bon, dans les grandes lignes, ce que je me dis, c'est que d'abord, c'est pas facile de trouver un projet dans lequel on ait envie de se mobiliser et d'investir quand on sort d'une période aussi forte, aussi dense et aussi longue que celle que j'ai vécue chez Orange. J'ai 60 ans, ce qui est jeune, je suis en pleine forme. Mais en même temps, j'ai un peu de bouteille quand même. J'ai pas forcément envie de replonger dans un rôle vraiment opérationnel dans une très large organisation. Et donc, je me vois plutôt peut-être dans des fonctions de conseil, dans le secteur, mais pas que dans le secteur. Il y a plein de sujets, en fait, qui m'intéressent. La politique? Y compris tout à fait en dehors. Ah non, alors là, pas celui-là. Non. Franchement, pas celui-là. Tout ce que je vois de la politique, tout ce que je sais de la politique, ne me donne pas envie d'y aller. J'ai des idées, il y a des gens que j'admire et que je soutiens personnellement, mais non, pas la politique. Et il y a tellement de choses à faire. Je vais vous citer juste deux exemples rapides. Bon, chacun sait mon attachement à Marseille, à l'île de Marseille, l'île où j'ai grandi. Si je peux être utile à un moment donné dans un domaine particulier de la ville, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, pas dans la politique. L'autre exemple, alors qui est tout à fait autre chose, c'est l'agriculture. Moi, je suis d'une famille paysan. Hein. Mon grand-père était paysan, et alors au-delà, c'était que ça. J'aime la terre, j'aime l'agriculture, j'aime ce monde agricole, et je trouve que ce monde agricole, à la fois, il est tellement important pour l'humanité. J'adore aussi manger, la nourriture, les produits, les légumes, l'élevage, enfin tout ça. Et je pense que ce monde agricole, il va devoir accomplir une fantastique transformation dans les décennies qui viennent avec le défi climatique, mais aussi la révolution des modes de consommation, l'urbanisation, et ceci d'ailleurs à l'échelle planétaire. Et la façon dont le monde agricole, la production agricole, va devoir s'adapter aux décennies qui viennent, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Il y a de la tech dedans aussi. Il y a aussi un peu un trait d'union avec les technologies qu'on a pu développer. Mais voilà, par exemple, un domaine dans lequel, si je peux, et si je trouve une occasion de le faire, j'aimerais bien aller explorer, m'investir. Donc
J'ai envie de choses nouvelles aussi, d'un métier nouveau. Et je dis bien un métier. Moi, je ne cherche pas une occupation parce que où j'essaierai de valoriser en gros ce que j'ai fait depuis 30 ans ou 35 ans. Mais j'ai envie de me réinvestir dans un nouveau sujet, ou plusieurs nouveaux sujets d'ailleurs, avec entrain, avec enthousiasme. Naturellement, sans jamais oublier les années que j'ai passées ici, parce que je ne pourrai jamais. En tout cas, quoi que vous fassiez, on vous souhaite plein de réussite. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont jaloux des gens avec qui vous allez travailler après, qui nous le disent dans le Film Survey. Ils ont beaucoup de chance, ceux qui vont travailler avec vous après nous. J'ai encore 2 questions. Vous avez envie qu'on retienne quoi de vous à la tête d'Orange ? Je dirais l'homme. Les quelques décisions marquantes que j'ai pu prendre. Je pense la FIB, par exemple, on en a parlé. L'Afrique, la banque. Mais avant tout, la personne. Parce que, voilà, les dirigeants, ils ont, je l'ai dit, ils doivent gérer un champ de contraintes très grand, ils doivent gérer des crises, ils doivent prendre des décisions parfois difficiles, mais au-delà de tout ça, finalement, c'est quand même une histoire d'hommes et de femmes. Et voilà, c'est finalement peut-être ma personne, après une succession de dirigeants qu'il y a eu dans ce groupe. Bon, moi j'ai marqué j'ai été là pendant, pas si je l'ai marqué, ça, l'avenir le dira, mais en tout cas j'ai été là pendant longtemps. Je suis celui d'ailleurs qui a été le plus longtemps l'incarnation, l'ambassadeur, le capitaine de cette entreprise. Oui. Et donc c'est avant tout, je dirais, ma personne dans mon caractère, ma personnalité et finalement tout ce qui est au-delà de mon rôle de dirigeant. Moi, je crois que quand on lit finalement tous les témoignages sur le Film Survey, je pense que c'est vraiment ça que les gens retiennent, votre personne. Au Captain My Captain, il y en a plusieurs. Il y en a un qui vous invite en Bretagne pour un projet d'agriculture aussi, si vous voulez. Voilà, donc je pense que l'objectif est atteint. Quand on lit les commentaires, je vous laisserai les consulter tout à l'heure. Enfin, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir d'Orange, Stéphane ? Quel dernier message pour les collaborateurs qui nous regardent ? Oui, je suis très confiant. Je suis très confiant parce que c'est une grande et belle entreprise qui a des fondations solides, qui a une culture forte, qui a une très belle marque, qui, je le crois et je l'espère, a fait globalement, je dirais, les bons choix ces 10 dernières années, qui a beaucoup de cartes en main, beaucoup d'opportunités, mais qui a aussi beaucoup de défis, naturellement. Et il y a des choses pas faciles qui nous attendent. Mais qu'est-ce qui a été facile au cours des 10 dernières années ? Pas grand-chose non plus. Hein. Donc rien n'est facile, mais je pense que on a toutes les armes pour à la fois relever ces défis et la transformation qui nous attend, parce qu'elle sera importante. Partout, d'ailleurs, on parle souvent de la France, oui, bien sûr en France, mais pas que. Mais il y a aussi de grandes choses à construire encore, et oui, je suis très confiant, parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est notre patrimoine commun, et parce qu'il y a cet esprit et cette culture aussi qui souffle chez nous, qui est quelque chose d'assez exceptionnel quand même, parce que quand on regarde, au moins dans ce secteur, c'est assez rare de voir des opérateurs télécoms dans notre secteur qui aient une telle cohérence, une telle cohésion et un tel attachement aussi à l'entreprise. C'est un truc qui marque tous ceux qui passent ici, ou même d'ailleurs des observateurs externes. Et je pense que c'est quand même une très grande force. Donc tout ça, ça me donne beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, même si je sais qu'il y aura des difficultés, naturellement. Et les derniers mots aux collaborateurs, là, dans la caméra, droit dans les yeux, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis d'abord merci. Et avant tout, merci pour m'avoir permis de passer ces années. Je dis m'avoir permis parce que, naturellement, il y a eu un conseil d'administration, il y a eu des actionnaires, il y a eu des marchés, il y a eu voilà, tout ce qu'on sait. Mais avant tout, il y a eu vous, les femmes et les hommes d'Orange, partout dans le monde. Et souvent, ces derniers mois, et je n'ai pas voulu trop regarder le M-Survey, mais c'est le mot de merci qui revenait dans vos bouches. Et moi, je voudrais simplement vous le restituer. Voilà. C'est
pas plus compliqué que ça. Et pour l'avenir, naturellement, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous le meilleur, pour vous d'abord, au sein d'Orange, et évidemment pour cette magnifique entreprise. Voilà, merci Stéphane. Alors vous n'avez pas encore regardé la tablette, mais avant de vous quitter, on a un dernier cadeau pour vous. Les salariés donc, ont multiplié les messages, les selfies qu'ils nous ont partagés. Nous les avons rassemblés dans un album que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd'hui. Voilà, une manière d'emporter avec vous le souvenir de l'ensemble des collaborateurs que vous avez marqués au cours des 12 dernières années passées. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, évidemment, on n'a pas pu inclure les messages qui tombent aujourd'hui. On refera un album avec l'ensemble des messages et des photos reçus, mais également les dessins de Lise qui ont accompagné cette émission. Donc, je vous le remets. Merci. Avec grand plaisir. Merci, Cécile. Voilà, merci Stéphane, vous pourrez le feuilleter, c'est un souvenir de la part de nous tous. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, où que vous soyez dans le groupe. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible. Merci à l'ensemble des membres du comité exécutif d'avoir entouré Stéphane Richard pour cette dernière émission en direct de Bridge. Et puis aussi et surtout, merci Stéphane. On se quitte avec ce très beau film qui retrace un peu de votre histoire à la tête d'Orange. Quand on se souvient un peu de ce qu'on était en 2010, c'était d'abord une entreprise qui était dans la peine, dans le doute profond. Quand on regarde la situation quelques années après, la fierté d'appartenance est revenue, l'envie individuelle, l'envie collective aussi d'accomplir des grandes choses. On est dans un métier de service, on relie des hommes à des hommes. Ce facteur humain, il est capital et il doit se retrouver aussi dans notre culture managériale. C'est pour moi une grande fierté que notre groupe passe du statut d'opérateur national à celui d'un vrai leader mondial du numérique. Depuis l'arrivée du 4e opérateur, globalement, Orange a maintenu sa part de marché en valeur. Nous sommes le leader de ce marché, nous avons le meilleur réseau, nous avons la plus importante base client, nous sommes convergents. On a la chance d'être un des 2 ou 3 grands opérateurs panafricains. Je pense qu'on peut faire plus, je pense qu'on peut aller plus loin. Chez Orange, nous avons la conviction qu'il manquait une banque à la banque. Eh bien, cette banque, elle s'appelle Orange Bank. Je pense que l'Afrique, c'est une immense chance. S'il y a bien une zone du monde où ça avait un sens d'investir et d'être présent dans la durée, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, pari réussi pour avoir fait de l'Afrique un socle de ce groupe. Et honnêtement, c'est des choses dont je suis le plus fier. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Voilà notre raison d'être. Nous voulons être l'opérateur de confiance qui va accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Cela veut dire d'abord garantir la sécurité des réseaux et des échanges. Je suis convaincu qu'on peut transformer encore plus l'essai de la fibre et faire de ce choix une vraie grande réussite pour Orange. 13 milliards d'euros, on investit en 10 ans dans la fibre. C'est la chose la plus importante, la plus constructive, la plus positive qu'on a faite. Le combat pour l'égalité numérique est le premier engagement d'Orange. Nous voulons défendre l'idée d'un progrès technologique dont les bénéfices sont partagés par tout le monde. Le second axe, c'est l'urgence climatique. Nous devons agir dès maintenant, en visant la neutralité carbone d'ici 2040. Le plan Engage 2025, c'est d'abord un plan de croissance. C'est quoi le projet? C'est de créer, de faire de la croissance durable, de la croissance responsable. N'oubliez pas une chose, c'est que le bien commun, c'est Orange. On ne serait pas là si on n'avait pas des milliers d'hommes et de femmes dans ce groupe qui se défoncent tous les jours dans ce qu'ils font, qui portent cette entreprise, sa marque, ses valeurs. Et pour tout ça, merci, merci, merci.
on fait autre chose. C'est parfait. Bon, allez, je vais me démaquiller.